Je change de langue, je parle français maintenant. On a pensé en fait à poser 5 questions à Philippe Descola aujourd'hui. Ça nous laisse le temps de les discuter. Et ensuite, peut-être on n'aura plus le temps de laisser les gens qui sont là de poser d'autres questions. Mais j'espère qu'on pourra quand même profiter de cette conversation, plutôt que débat, de cette conversation avec Philippe Descola. D'accord ? Bon, je commence par une première question, qui est une question un peu générale, pour vous donner un peu une idée de l'œuvre qui est traduite aujourd'hui. Para além de natureza e cultura. Et donc je commence par une question plutôt générale. Le vaste programme du livre que nous présentons aujourd'hui propose de dépasser les limites ontologiques et cosmologiques que nous sont imposées par la modernité. Et cela essentiellement pour 2 raisons. D'une part, parce que l'opposition entre nature et culture n'a finalement pas l'universalité qu'on lui prête. Et d'autre part, parce qu'il est aussi nécessaire de pouvoir constituer un nouveau champ analytique dans lequel ce que tu appelles le naturalisme, qui est le mode ontologique de notre modernité, ne serait que l'une des expressions possibles des schèmes plus généraux qui gouvernent l'objectivation du monde et le rapport à l'autre. Alors, la force de ce projet se ressent précisément dans l'articulation entre ton expérience de terrain chez les Achuar en Amazonie équatorienne et le contraste que la littérature ethnologique nous fournit et qui t'ont permis de structurer 4 modes d'identification et de relation, c'est-à-dire les 4 ontologies présentées dans Par-delà nature et culture. Il est certain que cette véritable cartographie de l'être s'est construite grâce à un travail de longue haleine qui conjugue ces 2 expériences. Mais près de 20 ans après la publication de ce livre, qui est présenté aujourd'hui au public brésilien en portugais, nous vous demandons premièrement de jeter un regard rétrospectif sur la manière dont vous avez développé les hypothèses centrales de ce travail et deuxièmement, d'en évaluer les conséquences. Après 2 décennies, pensez-vous que l'anthropologie court toujours le risque, comme tu le disais il y a 20 ans, l'anthropologie, elle court toujours le risque de disparaître avec une forme d'humanisme épuisé ? Merci Andrea pour cette question. Et merci de cette invitation aussi à l'UFRJ qui succède à l'invitation à donner cette conférence que j'ai donnée hier. On dit habituellement que c'est la curiosité qui est le moteur de la réflexion philosophique et l'étonnement devant le monde. Et les ethnologues ou les anthropologues ont ce site particulier qui, en fait, ils puisent en partie en eux-mêmes, mais surtout dans l'observation de la vie collective d'autrui, les moteurs de leur réflexion. Et comme tu l'as dit, l'expérience ethnographique joue un rôle central dans la mise en question des outils conceptuels au moyen desquels les anthropologues évaluent et décrivent des réalités. Alors, dans mon cas, j'étais parti en Amazonie parce que m'intéressait une sorte de contradiction ou en tout cas un paradoxe qui était présent, qu'on voyait présent dès les premiers chroniqueurs sur les terres basses de l'Amérique du Sud et qui signalait d'une part que les populations de ces terres basses, disons de l'Amazonie en général, étaient des populations qui n'avaient pas d'institutions sociales,
C'était des populations qui vivaient dispersées, comme le disaient les chroniqueurs français, sans foi, sans loi, sans roi, c'est-à-dire sans religion identifiable, sans pouvoir politique, sans activité non plus de productrice. Ils semblaient vivre de ce qu'une nature généreuse leur dispensait, sans effort. Et donc il y avait un double constat qui s'est prolongé ensuite dans toute la littérature de voyage et la littérature d'exploration, en fait jusqu'au XXe siècle. Et ce double constat, c'était que on ne voyait pas ce qui faisait société chez les populations des basses-terres d'Amérique du Sud. Et par ailleurs, on les voyait comme étant des sortes d'appendices de la nature, soit des appendices dans une version de la légende noire, c'est-à-dire des brutes cannibales qui se mangeaient les uns les autres et qui n'étaient incapables de dominer leurs instincts, ou bien dans la légende dorée, des gens qui vivaient de façon insouciante, les philosophes nus de Montaigne, sans travailler. Et il m'avait semblé que ce double constat des voyageurs européens, puis des proto-ethnographes, puis d'une certaine façon des ethnographes, même s'ils ne formulaient pas les choses de cette façon-là, pointait vers quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une certaine façon de mettre en œuvre des rapports avec la nature, à la fois techniques et symboliques, qui permettaient à ces populations d'agrandir le champ de la vie sociale et de substituer à des institutions reconnaissables des formes de sociabilité inédites. Et c'est ça qui m'a attiré au départ vers l'Amazonie. Et donc je suis parti avec Anne-Christine Taylor pour étudier les usages et les techniques, encore une fois, symboliques et matérielles, d'utilisation de la nature. Et progressivement, et lorsque nous avons commencé l'un et l'autre à comprendre ce que disaient les Achuars, et nous avions choisi les Achuars parce que les Achuars avaient accepté les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant, et que donc du point de vue des rapports au milieu environnant, on pouvait penser que les techniques qu'ils utilisaient étaient des techniques qui avaient peu évolué au fil du temps, qui avaient peu bougé pendant toute la période coloniale, et qu'on avait là une société non pas originaire, mais qui, d'un certain point de vue, pouvait nous offrir une réponse à cette question de savoir qu'est-ce qui fait dans le rapport à la nature quelque chose de tout à fait singulier dans cette région du monde. Et puis petit à petit, lorsque, encore une fois, nous avons commencé à comprendre la langue, ce qui a pris, comme tous les ethnologues qui sont ici le savent, pas mal de temps, nous sommes aperçus que, enfin moi je me suis aperçu que le projet que j'avais était un projet qui était bancal, qui était mal défini, parce qu'il ne s'agissait pas de comprendre comment une société établissait des rapports avec la nature, puisque d'une part, la nature était en partie le produit d'un travail social, et c'est les premiers travaux que nous avons commencé à mener, quelques-uns d'entre nous en Amazonie à cette époque, je pense à William Ballet ici au Brésil par exemple, montraient que la forêt exploitée par les populations autochtones était en partie transformée par les façons culturales, c'est-à-dire que le fait de régulièrement transplanter des plantes sylvestres dans les jardins avait eu au fil des millénaires un effet sur la composition floristique de la forêt. Autrement dit que la forêt amazonienne n'était pas une forêt naturelle, mais était le produit
d'une transformation progressive de la composition végétale qui était liée à ce travail de l'horticulture sur brûlis. Et donc, il ne s'agissait pas de concevoir des sociétés parachutées dans la nature et s'adaptant à la nature, comme c'était un peu l'idée à l'époque, notamment du côté de l'écologie culturelle aux États-Unis, mais plutôt de comprendre comment, au fil du temps, s'était établie une coévolution entre la forêt et les populations qui avaient transformé cette forêt en une niche transmise à leurs descendants. Et puis l'autre aspect, c'était bien sûr le fait que les Achuar concevaient que la plupart des plantes et des animaux étaient des personnes avec lesquelles une interaction était possible par différents moyens, notamment par l'intermédiaire des rêves, mais aussi par les chants magiques, les anent, qui étaient des discours du cœur qui étaient adressés aux plantes et aux animaux, et que par conséquent, il n'y avait pas une sorte de nature indistincte, mais véritablement une série de rapports interpersonnels entre des hommes et des femmes, des plantes, des animaux, des esprits, et que ces rapports interpersonnels, au fond, étaient la clé pour comprendre le type d'interaction qui se déployait entre les Achuar et l'ensemble des non-humains qui les entouraient. Et ce constat, en somme, qu'il n'y avait pas d'un côté une société, de l'autre une nature à laquelle il fallait s'adapter, mais des séries d'interactions entre des personnes. Et quand j'emploie le terme de personne, c'est véritablement la traduction d'un terme Achuar qui est Eins. Eins, c'est une entité, n'importe quelle entité, qui est dotée d'une âme. Je traduis par âme, disons une subjectivité, d'une intériorité, wakan en Achuar, et qui donc de ce fait est capable de communiquer avec d'autres personnes du même genre, humaines ou non humaines. Autrement dit, la sociabilité Achuar s'étendait bien au-delà des humains et embrassait un très grand nombre d'êtres dans son entourage. C'est lorsque je suis revenu et que j'ai fait ma thèse sous la direction de Claude Lévi-Strauss, il s'est agi de donner une structuration théorique à ce constat. Et je l'ai fait en insistant sur un aspect que j'ai développé dans cette thèse qui a été publiée ensuite sous le titre « La nature domestique », qui était de montrer que les formes de comportement des humains vis-à-vis des plantes et des animaux étaient structurées par des formes de comportement qui étaient présentes dans les comportements entre humains. En particulier, le fait que les femmes qui étaient les principales actrices de l'horticulture et qui donc avaient à gérer au jour le jour les relations avec les plantes cultivées, traitaient ces plantes comme des enfants qu'il fallait conduire d'une main ferme vers la maturité, tandis que les hommes traitaient les animaux qu'ils chassaient comme des beaux-frères et les esprits maîtres du gibier comme des beaux-pères. Donc les deux catégories de relations centrales dans le monde amazonien qui sont d'une part la consanguinité, le rapport avec des parents, et d'autre part l'affinité, le rapport avec des parents par alliance, gouvernaient les rapports aux non-humains. Et cette façon de procéder, j'ai décidé de l'appeler animisme en ressuscitant un terme qui était tombé en désuétude, voire en discrédit,
qui était effectivement le terme qu'on employait, que Taylor avait forgé, qu'il avait développé, et qu'on n'employait plus à l'époque de façon par défaut. C'est-à-dire, par exemple, quand on lisait un article de journal sur une population africaine, on voyait, ou sur un pays africain, on disait, voilà, le Gabon, c'est tant de pourcents de chrétiens, tant de pourcents de musulmans, tant de pourcents d'animistes. Donc c'était vraiment une catégorie par défaut, c'était des gens qui avaient des croyances bizarres et qui n'appartenaient pas aux religions du livre. Donc j'ai décidé de récupérer cette notion d'animisme et je me suis posé la question de savoir comment est-ce que dans d'autres parties de l'Amazonie, cette façon de traiter les non-humains se donnait à voir. Et j'ai eu la chance à ce moment-là d'être recruté à l'école des hautes études en sciences sociales et j'ai commencé à faire un séminaire de recherche et je me suis fixé comme programme une anthropologie comparative des façons de distinguer, d'établir des relations de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains. Et donc j'ai commencé avec l'Amazonie, et puis je me suis déplacé progressivement où je me suis aperçu que le genre de pratique que j'avais découverte, qu'on avait découverte chez les Achuar était généralisé. Et puis je me suis déplacé vers le nord de l'Amérique du Nord en particulier. Et puis j'ai franchi le détroit de Bering, c'est ça ce qui est beau dans l'aventure de l'anthropologie comparée, c'est qu'on voyage beaucoup, et vers la Sibérie. Alors je suis redescendu vers l'Asie du Sud-Est où j'ai trouvé des pratiques analogues. Et donc il m'a semblé qu'il y avait quelque chose que j'ai appelé par la suite un archipel animiste, c'est-à-dire que dans beaucoup de régions du monde, des gens considéraient que les plantes et les animaux étaient des personnes avec lesquelles on pouvait engager des formes d'interaction analogues à celles qu'on engageait vis-à-vis des humains. J'ai commencé à essayer, à partir de ce travail d'enquête dans les textes, cette fois-ci non plus sur le terrain, d'essayer de mettre cela en forme. Et c'est à ce moment-là que des discussions avec des collègues m'ont beaucoup apporté. J'avais dans un premier temps développé l'idée que ce que j'appelais l'animisme était une inversion de ce que Lévi-Strauss avait défini comme étant le totémisme, à savoir le totémisme pour Lévi-Strauss, c'est une façon pour la pensée de conceptualiser des groupes sociaux à partir de l'observation des discontinuités naturelles. Et je voyais dans l'animisme quelque chose comme une sorte d'inverse du totémisme, c'est-à-dire tandis que le totémisme utilise les discontinuités naturelles pour penser les discontinuités sociales, moi je voyais l'animisme comme étant une façon de concevoir des catégorisations naturelles ou en tout cas des distributions d'êtres dans la nature à partir des catégories sociales. Et puis des nombreuses discussions, notamment ici à Rio avec mon collègue et ami Eduardo Viveros de Castro, m'ont convaincu qu'en développant cette idée ou cette opposition entre l'animisme et le totémisme, je faisais fausse route parce que d'une certaine façon, j'avais tendance à projeter, avoir une approche, disons, classiquement durkheimienne, c'est-à-dire à projeter sur le monde naturel les catégories sociales. Et l'ensemble des discussions que j'ai pu avoir avec certains de ses collègues, je pense aussi à Tim Ingold, avec qui j'ai beaucoup discuté à cette époque, m'ont convaincu qu'il fallait en fait que je change mon fusil d'épaule, si je puis dire, c'est-à-dire que je fasse un pas de côté
Et c'était notamment aussi, je dois à Tim Ingold d'avoir aussi révisé la façon dont je concevais le totémisme. J'avais lu il y a longtemps un article d'un chercheur canadien qui s'appelait Racine et qui avait fait une critique très pertinente de la théorie classificatoire du totémisme de Lévi-Strauss, mais que je n'avais pas pris en considération. Et Tim Ingold m'a fait prendre conscience de ce que la théorie classificatoire n'épuisait pas les conceptions australiennes du totémisme, et qu'en Australie, en fait, le totémisme n'est pas simplement un dispositif classificatoire utilisant des discontinuités naturelles pour distinguer des groupes sociaux, mais c'est véritablement une ontologie, c'est-à-dire une façon de concevoir des distributions d'êtres tout à fait singulières, très contre-intuitives, dans lesquelles des humains et des non-humains vont partager des qualités qui sont des qualités morales et physiques qu'ils ont les uns et les autres héritées d'un prototype. Et donc, au fond, ce que j'ai fait, c'est une série de cheminements avec des cul-de-sac et des découvertes. Je pense à une découverte qui, pour le totémisme, pour moi, a été importante. C'est la lecture d'un livre d'un linguiste qui s'appelle Karl Georg von Brandenstein, qui a écrit un livre sur les noms de totems dans les langues australiennes. C'est un livre austère, mais qui est très intéressant parce qu'il étudie tous les noms de totems et dans un très grand nombre de langues. Et dans une note en bas de page, sans peut-être mesurer l'importance de ce qu'il écrit dans cette note, il dit « Les noms de totems ne sont pas des noms d'animaux. La plupart des totems, disons 70% des noms de totems, ce sont des noms d'animaux. » Et il dit « Ce ne sont pas des noms d'animaux, ce sont des noms de qualité qui servent à désigner un animal. » Et là, c'était la grande découverte, parce que ça permettait d'échapper à ce problème classique du totémisme auquel Lévi-Strauss avait offert sa propre solution, qui était le dispositif classificatoire, qui était comment peut-on descendre d'un kangourou ou d'un varan. Et en l'occurrence, ça pointait vers quelque chose de complètement différent, c'est-à-dire que humains et non-humains partageaient des qualités d'un prototype, et ce prototype était désigné par un nom qui était un nom de qualité qui servait aussi à désigner un animal. Donc ce genre ces petites découvertes qui sont font partie des... Il y a les trouvailles de terrain. Quand sur le terrain, on découvre quelque chose qui vous permet de comprendre tout d'un coup, de voir un phénomène sous un jour différent. Puis il y a les trouvailles de bibliothèque, qui sont ces trouvailles qui tout d'un coup vous font basculer et vous font comprendre autrement un phénomène. Et c'est comme ça que progressivement s'est mis en place cette idée que j'ai développée au fil du temps, que l'on pouvait envisager les façons de former des mondes, si je peux dire, ce que j'ai appelé par la suite des mondiations, en se fondant sur la capacité d'un individu abstrait, c'est une sorte de sujet transcendantal, effectivement, à établir des différences et des ressemblances entre soi-même et d'autres éléments qui l'environnent. Et c'est comme ça que c'est peu à peu imposé à moi l'idée qu'il y avait 4 façons d'établir ces continuités, ces discontinuités entre humains et non-humains. La première, c'était l'animisme, celle que j'avais découvert sur le terrain, c'est-à-dire fondée sur cette idée que la plupart des non-humains ont une intériorité de même nature que celle des humains, mais que là, c'est une chose que
mon ami Eduardo avait souligné et dont il m'avait fait prendre conscience, qui est le pendant de l'animisme, qui est le pendant physique, ce qu'il a appelé le multinaturalisme, à savoir le fait que chaque forme de vie a des dispositions qui lui permettent d'agir dans le monde. On pourrait appeler ça des éthogrammes d'une certaine façon, qui lui ouvrent en quelque sorte des possibilités d'action, d'intelligibilité des choses, de communication, etc. Et donc il y avait l'animisme, c'était une intériorité généralisée, mais de très nombreuses natures physiques, de très nombreuses dispositions physiques permettant d'agir dans le monde. Et ceci était évidemment en contraste avec ce que j'ai appelé par la suite le naturalisme, à savoir l'idée qu'à partir des textes au XVIIe siècle, dans les textes qui jalonnent la révolution scientifique, Descartes, Bacon, Galilée, etc., on développe une idée qui est l'inverse de celle de l'animisme, à savoir que l'espèce humaine est une espèce exceptionnelle par ses facultés morales et cognitives, donc elle a une intériorité à nul autre pareille, mais qu'en revanche, elle est définie dans son corps par des phénomènes physiques qui sont les mêmes que ceux qui agissent dans les autres éléments qui l'environnent. Donc, un premier contraste entre animisme et naturalisme, auquel est venu se greffer le contraste du totémisme que j'ai évoqué tout à l'heure, dans lequel, à l'intérieur d'un groupe qui va hériter de qualités d'un prototype humain et non humain, vont partager des qualités physiques et morales, et une dernière formule qui, logiquement, par rapport aux trois premières, ne pouvait être qu'une discontinuité générale des intériorités et des physicalités, chose dont je trouvais des exemples dans ce que j'ai appelé par la suite l'analogisme. Alors l'analogisme, c'est venu du fait que je lisais simultanément, je relisais Les mots et les choses, et en particulier ce chapitre du livre de Michel Foucault qui s'appelle « La prose du monde » et qui décrit les façons dont la pensée de la Renaissance a conçu les formes de correspondance et d'analogie entre les êtres et les phénomènes. Et je lisais en même temps La pensée chinoise, le livre de Marcel Granet, qui décrivait des phénomènes assez semblables. Et là, j'ai été surpris parce qu'on a l'habitude, notamment depuis Leibniz, de considérer que la Chine, c'est vraiment le grand dehors, c'est l'altérité maximale. Et là, je voyais des phénomènes, des façons de penser qui, en réalité, étaient assez proches les unes des autres. Et c'est à ce moment-là que l'idée d'analogisme s'est imposée à moi, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels tous les éléments du monde sont disparates, hétérogènes, mais qui, du fait de ce caractère hétérogène et qui rend la vie difficile, dans un monde qui est composé de singularités, est un monde qui est difficile à vivre. Et donc, il faut pouvoir trouver entre ces éléments singuliers des correspondances. Et c'est la pensée analogique, qui est une pensée universelle, mais qui, dans le cadre des systèmes analogistes, est particulièrement développée. C'est la pensée analogique qui permet de tisser ces réseaux de correspondance entre les éléments disparates du monde. Et je découvrais bien sûr ça à la fois bien sûr dans la pensée chinoise, mais aussi dans la pensée de la Renaissance et dans la pensée médiévale et celle de l'Antiquité, et puis dans d'autres régions du monde, et en particulier dans les populations du Mexique ou des Andes,
le Mexique, la lecture du livre de López Austin un grand philologue sur la pensée nahuatl, mexica, m'a beaucoup aidé aussi à mettre le doigt sur le fait que ces réseaux de correspondance, cette obsession pour les réseaux de correspondance était présent dans de très nombreuses régions du monde. Donc, d'un étonnement ethnographique initial est né ce modèle qui n'est pas un système de classification des sociétés, ce n'est pas des tiroirs dans lesquels ranger des sociétés, c'est un modèle heuristique qui permet de comprendre les systèmes de différence dans les rapports de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains, et qui, à partir de ces systèmes de différence, permet, au fond, de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui coexistent ou qui ne coexistent pas dans la vie sociale telle qu'elle est observée et décrite par les ethnologues et par les historiens. Donc voilà à peu près la genèse très rapidement résumée de ce projet. C'est parfait. Et 20 ans plus tard, qu'est-ce que ça donne ? Alors 20 ans plus tard, ça donne plusieurs choses. D'abord, il y a les commentaires, enfin, je veux dire, l'usage qu'on a pu faire de ce modèle. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, en fait, c'est qu'il a été particulièrement utilisé par des historiens, notamment des historiens de l'Antiquité, des historiens de la Chine, et ce qui est pour moi un peu inattendu, c'est-à-dire que il a rendu moins singulier ou sui generis des formes de vie sociale qu'on avait l'habitude de concevoir comme étant complètement singulières. Je pense à la vie, encore une fois, le monde chinois ou le monde de l'Antiquité ou le monde médiéval aussi. Donc ce qui m'intéresse, c'est de voir le rendement analytique, au fond, parce que je ne suis pas un pic de la Mirandole, et donc tous les éléments que j'ai utilisés pour élaborer ce modèle des 4 formes de mondiation, je les ai tirés, je les ai bricolés à partir de mes lectures. Et lorsque des spécialistes de chacune des régions du monde dans lesquelles on peut distinguer la dominance de l'une ou de l'autre de ces formes de mondiation, vient me dire ou vient écrire que ça lui a été utile pour comprendre les spécificités de la région du monde sur laquelle cette personne travaille, je trouve ça très satisfaisant. Alors, un autre aspect, qui est un aspect quasiment grandiloquent, si je puis dire, c'est le pari que je fais que chacune de ces formes de mondiation, en fait, entraîne des conséquences dans toute la sphère de la vie individuelle et de la vie collective, en particulier qu'à chaque forme de mondiation telle que je les ai définies correspond des régimes de temporalité, des régimes d'organisation de l'espace, des régimes de figuration, peut-être même j'ai dit ça en plaisantant un jour, mais j'ai jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout de la plaisanterie, des formes de systèmes de parenté, hein, c'est-à-dire qu'on a des structures élémentaires qui sont à la fois animistes et totémistes, c'est un régime de classe et un régime de relation, et puis l'analogisme en termes de parenté est peut-être vu comme des structures semi-complexes, alors que le naturalisme correspond à des formes complexes. Bon, c'est des choses comme ça qu'on peut jeter en l'air et qui pourraient être intéressant d'examiner, mais sans vouloir pousser trop loin l'esprit de système, j'essaye de m'en prémunir. Il est possible de concevoir certaines façons, certains modes de pratique
comme étant explicable par l'un ou l'autre de ces modèles. Alors, l'un des résultats expérimentaux, on en parlera tout à l'heure, c'est l'autre livre, Les formes du visible, où je me suis penché sur le régime des images. Je veux dire, si effectivement il y a des formes spécifiques de figuration qui sont propres à chacun de ces types de mondiation, quelles sont-elles? Et c'est le projet que j'ai essayé de développer dans ce livre. Voilà, donc c'est un projet gigantesque dont alors, ça donne des exemples, enfin, ça donne des expériences qui sont quelquefois bizarres. J'ai reçu aujourd'hui même un manuscrit qui a été envoyé par un interlocuteur qui se propose de montrer les différentes formes de mise au travail des animaux à partir des 4 formes de mondiation. C'est-à-dire, au fond, comment pourrait-on concevoir des entreprises animistes, totémiques ou analogistes en fonction de la manière dont on va mettre au travail des non-humains, mais pas simplement des animaux, des machines aussi. Donc ça a des effets qui sont tout à fait inattendus pour moi, que je regarde avec curiosité et quelquefois pas mal de scepticisme, mais qui m'amuse, disons. Me donne l'impression, en tout cas, de ne pas avoir perdu mon temps. Bon, très bien. On va passer à une deuxième question. Alors, je vais évoquer ici un livre très intéressant du philosophe Michel Serres, qui s'appelle « Écrivains, savants et philosophes font le tour du monde ». Et dans ce livre, Michel Serres, il évoque 2 rêves. Le premier rêve fait référence à votre travail comme établissant une vue à partir d'un site plutôt qu'une structure. Okay. Voici la description de ce premier rêve. Michel Serres. Je rêvais de m'exclamer « Comment peut-on écrire, percevoir et penser l'occidental ?» Lui qui était gascon. Il fallait un point de vue aussi large que l'objet à renverser, cap pour cap. Un point de vue, un site d'observation, le sommet d'un cône de vision. Dieu seul, disait Leibniz, peut voir n'importe quoi ou le monde à partir de tous les points de vue à la fois, puisqu'il honore en même temps de sa présence ubiquiste tous les sites possibles. Lui seul peut se targuer de voir la chose telle qu'elle, en intégrant la somme de toutes les scénographies. Nous pouvons désormais voir toutes les cultures, une à partir de ce site neuf que je croyais inaccessible, sauf au Dieu omniscient de l'âge classique. Du coup, pourquoi ne pas regarder ainsi la nôtre ? Je voyais mon rêve virtuellement réalisé. Et le deuxième rêve de Michel Serres est celui d'une langue à plusieurs voix. Il le décrit comme ça. J'ai donc pu faire mon tour du monde sans quitter mon habitat, car jadis et naguère, nous, occidentaux, fûmes et restons encore aujourd'hui animistes, totémistes. Oui, nous composâmes et suivons encore ces visions moins autres que proches. Pour la première fois, je peux sans mal réaliser un second rêve, celui de parler à plusieurs voix, d'énoncer en une langue commune des genres, des discours, des pratiques, des théories que nous aimons réputer différents les uns des autres. Alors, voici la question. Comment ton livre, Par-delà nature et culture, peut-il réaliser ou ne pas réaliser ces 2 rêves du philosophe? Ce sont des rêves de philosophe, par excellence. Alors, ce petit livre de Michel Serres, et je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un livre amusant parce qu'il se sert
des 4 formes de mondialisation de par-delà nature et culture, pour montrer que, en fait, la culture occidentale, si l'on choisit tel ou tel philosophe, tel ou tel écrivain ou tel artiste, a combiné les quatre formes. Ce qui est vrai, l'une des caractéristiques de la modernité, c'est qu'elle a, d'une certaine façon, pu ressaisir chacune des inférences que... Chacun d'entre nous peut faire des inférences animistes ou totémistes ou analogistes. Lorsqu'on consulte un horoscope, on fait des inférences analogistes parce qu'on pense qu'il y a, même si on ne sait pas littéralement formulé, des correspondances entre macrocosme et microcosme qui sont une des caractéristiques de l'analogisme. Si on parle à son chat ou à son rosier, on est d'une certaine façon, on fait des inférences animistes en pensant vaguement qu'une interlocution possible est possible entre deux êtres dont l'un parle et dont l'autre ne parle pas de la même façon. Mais donc de ce point de vue-là, la thèse générale du livre de Michel Serres est tout à fait plausible. Mais Michel Serres, c'est un marin au départ, hein, c'est un officier de la marine de guerre, c'est comme ça qu'il s'est formé, et ensuite c'est un Leibnizien. Sa thèse, son premier grand travail, c'est sur les modèles mathématiques de Leibniz. Et ces deux éléments sont très nets dans ce rêve, c'est-à-dire le rêve d'un point de vue unique, à partir duquel tout voir, qui est celui du Dieu de Leibniz, hein, c'est-à-dire du Dieu qui va, au fond, qui saisit l'ensemble des monades et de leur transformation et des influences qu'elles exercent les unes sur les autres. Mais moi, je suis un structuraliste, et donc j'ai pas de rêve d'un point de vue unique, d'un point de vue de Sirius. Mon principe, c'est celui de la transformation d'un schème dans un autre, qui se transforme encore dans un autre, de telle façon qu'il n'y a aucun point de vue unique. Peut-être qu'il y a un point de vue de départ qui est celui du contraste que j'évoquais tout à l'heure entre animisme et naturalisme, mais ce contraste initial, c'était un contraste moteur qui a permis d'engendrer des nouvelles transformations. Et il faut retenir quelque chose de Lévi-Strauss, c'est non seulement bien sûr la notion de structure, mais la notion de structure n'a de sens qu'à partir du moment où elle se transforme à l'intérieur d'un groupe et où par conséquent aucun point de vue n'est accessible sur la totalité des choses. Dans les mythologiques de Lévi-Strauss, on saute d'un mythème à un mythème, on saute d'une qualité à une qualité, etc. Il n'y a pas un point de vue général qui nous offre une vision globale de la terre des mythes qui est ronde, donc, comme on le sait, et donc le chemin pour la parcourir, il est multiple. Et c'est un peu le point de vue que j'adopte, qui n'est pas celui d'un philosophe. J'ai été formé comme un philosophe jadis, mais j'ai abandonné la philosophie, ou en tout cas une certaine forme de philosophie, au profit précisément de cette idée que j'ai, comme beaucoup d'entre nous ici, hérité de Claude Lévi-Strauss, à savoir que le monde est composé de différences, et qu'on ne peut espérer comprendre quelque chose de ce monde qu'en en organisant ces différences de façon systématique. Et que c'est la systématicité des façons de différer qui a un sens, et non pas des ressemblances entre les phénomènes. Or, le point de vue unique, le point de vue de Leibniz, c'est le point de vue de celui qui caresse toujours l'espoir de saisir sous son regard l'ensemble des transformations. Mais je pense que l'ensemble des transformations nous est dérobé. Chaque transformation en engendre une autre, qui en engendre une autre, etc. Peut-être un mot sur cette question de la transformation qui est importante.
il y a, dans l'œuvre de Lévi-Strauss, il y a deux types de transformations. Il y a une transformation qu'il dit devoir à Darcy Wentworth Thompson, qui est la transformation par extension morphologique c'est le travail classique On Growth and Form, hein, le grand livre de Thompson, par transformation des structures d'organismes, des squelettes, qui permet de passer d'une structure à une autre par transformation d'un espace de coordonnées géométriques. Et puis il y a une autre forme de transformation. Ça, c'est celle que Lévi-Strauss utilise dans la transformation thompsonienne, c'est celle qu'il utilise dans les mythologiques, hein, lorsqu'il saute d'un mythème à un mythème, etc. Donc, et puis à un certain moment, il faut choisir, on passe à autre chose parce que, c'est pour ça qu'il y a plusieurs tomes, parce que on n'est plus dans le même registre morphologique. Et puis il y a un autre type de transformation, c'est celui des structures alimentaires de la parenté, et ça c'est une transformation goethéenne, c'est-à-dire c'est l'idée de l'Urform que Goethe avait développée dans sa théorie des plantes, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une plante originelle, une Urpflanz, qui va progressivement, par complexification progressive, donner des ramifications et aboutir à un très grand nombre d'espèces différentes. Et c'est exactement ce qu'il fait dans les structures alimentaires de la parenté, lorsqu'il part de la forme la plus élémentaire de la relation qui est la réciprocité dans les sociétés à moitié, et que par complexification progressive, il arrive jusqu'au mariage chinois, au mariage Kachin, etc. Et c'est moi ce que j'ai fait aussi, je pense, dans Par-delà nature et culture, quand je suis parti d'un noyau originel, qui est le contraste entre intériorité et physicalité, qui me permet de développer ensuite des formes complexes à partir de ce noyau. Donc ces deux formes de transformation qui sont très distinctes, l'une d'entre elles qui est celle, la transformation thompsonienne, telle que Lévi-Strauss l'emploie, et elle suppose un génie et une mémoire que je n'ai pas, c'est-à-dire la capacité à rebondir comme ça tout autour du monde. Et la transformation goethéenne, elle est plus facile peut-être à mettre en œuvre parce qu'elle suppose de bien choisir le noyau central à partir duquel vont se développer les transformations. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, et les plusieurs voix. Les voix. Les plusieurs voix, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire que si l'on se donne comme objet, non pas une sorte de, ce que j'ai fait, une sorte de point de vue épistémique moyen, tiré de traités de philosophie, ou de morale, ou d'épistémologie, ou de différents types de textes, etc., mais des voix singulières. Comme le fait Michel Serres, il est évident qu'à ce moment-là, on peut identifier le développement d'une inférence, d'un système d'inférence animiste ou totémiste ou analogiste dans des singularités, c'est-à-dire dans des œuvres, dans des pensées qui sont des pensées très originales, philosophiques. Leibniz, c'est un analogiste par excellence, bien sûr. Et on peut... Ce travail que fait Michel Serres, de distinguer chez des écrivains ou chez des philosophes ou chez des artistes telle ou telle inflexion vers telle ou telle forme de mondiation, à vrai dire, on peut le faire de façon assez systématique, comme il l'a fait à partir de l'âge classique, oui, jusqu'à maintenant. Ça va de soi, oui, bien sûr. Ça n'empêche que nous sommes naturalistes. Par ailleurs,
quel que soit l'écart par rapport à la norme, cet écart, il est toujours un écart par rapport à une norme, si je puis dire. C'est-à-dire que les moutons et les baleines ne sont pas représentés au Parlement, par exemple. Et donc, même si on a des animistes ou des analogistes parmi les philosophes, ça n'a pas d'effet dans la vie sociale. Enfin, pas immédiat, en tout cas. On peut espérer que ça en aura. Ça, c'est une autre affaire. Bon, très bien. Alors, on va passer à une troisième question. Et cette troisième question, elle porte sur le projet qui fait suite à ce livre, à Par-delà nature et culture, et qui s'appelle « Les formes du visible ». Tu en as déjà parlé dans ta première réponse. Voilà, c'est ça. Encore un pavé. Encore beaucoup de difficultés pour les traducteurs. Beaucoup de pages à traduire. Et ben voilà. Donc, parlons un peu de ce livre maintenant. Dès la première épigraphe de ce deuxième livre, ton projet est annoncé par les mots de Merleau-Ponty. Alors, il dit le suivant dans L'œil et l'esprit. Le propre du visible est d'avoir un revêtement invisible au sens strict qui le rend présent comme une certaine absence. Or, sans aucun doute, le visible est capable de rendre présent l'absent qu'il représente. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autres matérialités ? Parce que c'est le propre de la parole, par exemple, elle aussi, de rendre l'absent présent. Alors, l'audisible et l'audible, que ce soit la voix, les cris, les bruits de la forêt, les chants, les incantations, etc., ils sont aussi autant de manifestations de l'être dans la matérialité et dans la répétition. Donc, les deux signes, n'est-ce pas, de cette présence de l'être. Alors, pour rester du côté du langage, nous pouvons, par exemple, évoquer les énoncés rituels qui contiennent la répétition de formules identiques ou quasiment identiques, ou encore les mnémotechniques occidentales de la Renaissance sur le mode analogique, pour ne donner que deux exemples. Et encore, sans aucun doute, le caractère événementiel de la parole et l'éphémère qui résulte de la parole rendent toutes ces manifestations beaucoup moins abordables que celles de la figuration. Il n'y a aucun doute. Mais de toute évidence, comme tu le dis, je te cite, le chemin visuel que nous traçons spontanément dans les plis du monde et qui dépend bien entendu de notre appartenance à l'une des 4 régions de l'archipel ontologique, ce chemin visuel, je dirais, est beaucoup plus accessible à l'analyse que le chemin de l'audible et du disible. Alors, nous savons avec Michel Foucault, que tu as déjà cité, qu'à la fin du monde analogique du XVIe siècle, la couche uniforme où s'entrecroisaient indéfiniment le visible et l'énonçable disparaît, et que les mots et les choses se séparent. C'est ça, en fait, la nouvelle disposition du monde à partir du XVIIe siècle dans laquelle nous sommes encore pris, n'est-ce pas ? Alors, en ce que concerne particulièrement le visible, nous nous trouvons dans le comble d'un naturalisme où s'est instaurée progressivement la primauté de l'œil et du sens de la vision. En fait, les locutions les plus courantes de nos langues occidentales, elles montrent bien ce rapport très privilégié qu'on a entre l'énonçable et le visible. Dans toutes nos expressions, à première vue, en vue de,
avoir quelque chose en vue dans toutes les langues, même en portugais. Et aussi, d'un autre côté, les manifestations qui sont liées au disible et à l'audible, elles renvoient beaucoup moins immédiatement à nos habitudes mentales, notamment à ce que tu appelles le jeu des délégations d'intentionnalité, qui pour nous naturalistes, relie l'image à celui qui l'a produite, c'est-à-dire l'auteur, qui relie l'image au référent qu'elle représente et même à celui qui la regarde, à celui qui la reçoit. Alors, c'est cet ensemble de pratiques et de représentations qui fixe et qui généralise, disons comme ça, les marques de notre modernité. Alors, voici notre question. Pourquoi le choix du visible ? Et dans quelles conditions serait-il possible d'imaginer un projet comparable à celui des formes du visible, mais basé sur d'autres matérialités et sur d'autres pratiques? Je parle évidemment du visible et de l'audible. Vaste question. Avant d'y répondre, je voudrais juste faire une remarque sur la question du privilège de la vision. Je pense pas que... Je sais que c'est une thèse assez courante que l'Occident a particulièrement développé le régime visuel par rapport à d'autres régimes de la sensibilité. Je pense que c'est pas juste. Je pense que le régime visuel est partout important. Je pense qu'il est très important en Amazonie, même si c'est sous des formes différentes de celles qui nous sont plus connues ici. Et donc, je pense qu'il faut se méfier de ces oppositions trop tranchées entre, d'un côté, le régime visuel occidental et de l'autre, des régimes de sensibilité qui font appel à d'autres sens. Mais pour revenir à ta question initiale, je voudrais d'abord dire 2 mots sur les raisons pour lesquelles je me suis intéressé aux images. Les propositions que j'ai faites par de la nature et culture, elles sont fondées sur des matériaux discursifs, c'est-à-dire sur des textes. C'est un travail fondé sur la bibliothèque, c'est-à-dire sur des textes philosophiques, sur des textes ethnographiques, sur des traités médicaux, etc., etc. Je me suis dit, si il y a une pertinence dans les propositions que j'ai pu faire par de la nature et culture, il serait intéressant de voir si on retrouve le même genre de contraste ailleurs que dans un régime discursif et dans le régime du visible. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la figuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'ai voulu faire dans ce livre, mais il me semble que je suis parvenu à montrer qu'en effet, on trouvait dans le régime figuratif le même genre de contraste que celui que j'avais décelé à partir des matériaux discursif. Alors maintenant, la question que tu poses, elle est plus vaste. Dire, est-ce que ce genre de contraste, on peut le trouver aussi dans le dicible et l'audible, c'est-à-dire dans le registre, non pas de la matérialité discursive figée dans des textes, mais en particulier dans l'oralité ou dans des régimes d'énonciation qui sont différenciés. Je pense que oui. Je pense que si je n'avais pas 74 ans, c'est un projet dans lequel je pourrais me lancer, ne serait-ce que du fait de la même façon que mon goût pour les images m'a procuré un plaisir immense à m'immerger dans ce torrent d'images qui fournit en somme le fond, la matérialité
des propositions que je fais dans les formes du visible. De la même façon, mon goût pour la littérature est une incitation à développer cet aspect. Je pense que c'est très lié à ce que des gens comme Pouillon, qu'on évoquait l'autre jour avec son livre Temps et récit, ou Ricoeur aussi d'ailleurs, c'est très lié au régime de temporalité. Le disciple suppose des formes d'expression qui sont liées à la capacité de se projeter dans l'avenir, de récupérer le passé, d'actualiser le passé dans le présent, etc., etc. Et je pense que les deux seraient complètement liés, c'est-à-dire qu'une analyse des formes du disciple n'aurait de sens que menée conjointement avec une analyse des formes de la temporalité. Alors je peux donner quelques exemples. Il me semble par exemple qu'il y a un registre qui est, du disciple qui est tout à fait caractéristique. Si on prend les catégories habituelles de la littérature orale, qui sont les énigmes, les contes, les choses comme ça, c'est typiquement analogique. Et il me semble qu'il serait par exemple très intéressant de contraster la parole mythique, l'énoncé mythique, avec l'énoncé des énigmes, des contes, qui sont des exercices intellectuels de mise en correspondance. Ce sont au fond des entraînements à la mise en correspondance, soit de situations dans lesquelles prenons les fables par exemple, que chez Ésope ou même chez La Fontaine, ce sont des animaux que l'on fait, à qui on fait tenir des discours humains pour produire des énoncés moraux sur la société humaine. Et de la même façon, les devinettes, les énigmes, les choses comme ça, qui sont tout à fait caractéristiques du monde européen ancien, médiéval, et qu'on trouve ensuite en Asie, qu'on trouve en Afrique, etc., sont tout à fait caractéristiques de cet exercice intellectuel qui consiste à jouer, au fond, avec des analogies, avec des correspondances entre des éléments disparates. C'est complètement différent de la pensée, ce qu'on peut rappeler la pensée mythique. C'est un terme qui n'est peut-être pas tout à fait approprié, mais qui est la pensée mythique. Pour moi, c'est en Amazonie en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'axiomatique, c'est-à-dire on énonce les conditions qui font que le présent est intelligible. Ces conditions, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, il y a eu une spéciation brutale et que tel être qui n'était pas encore réalisé autrement que dans son nom devient ce qu'il est devenu maintenant, c'est-à-dire telle plante ou tel animal, et conserve de cette période l'intériorité et les éléments de la vie sociale qu'il manifestait dans le mythe. Donc c'est quelque chose de très très différent. C'est une histoire naturelle d'une certaine façon. C'est une histoire de spéciation naturelle, mais qui dans son rapport au temps est complètement différente, puisque il ne s'agit pas d'un temps très ancien. Une chose qui est très frappante chez les Achuar, c'est que c'est le même terme, Yaonshu, avec lequel on commence un mythe, qu'on traduit habituellement par « il y a longtemps », qui est employé pour désigner Yaonshu, littéralement, ça veut dire « c'est pas hier ».
Et lorsqu'on demande à quelqu'un, est-ce que tu as vu passer un tel? Il dit, il est passé Yaoundé. Et en fait, on s'aperçoit que c'était il y a 3 minutes. Et donc, ça indique une antériorité. Et cette antériorité n'a pas de conséquences en termes de temporalité. Elle ne se déploie pas dans le temps. C'est simplement quelque chose d'avant l'instant présent. Et c'est pour ça que je parle d'axiomatique, parce qu'une axiomatique, elle n'a pas de temporalité. L'axiomatique, c'est ce qui permet de comprendre et de mener des opérations, mais il n'y a pas et donc il faut que l'axiomatique existe avant les opérations arithmétiques que l'on va effectuer, mais ça ne veut pas dire que ça indique une temporalité singulière. Voilà. Donc je pense qu'il y a des éléments de ce type-là qui seraient très intéressants, encore une fois. Évidemment, il faudrait travailler sur le roman, sur un autre registre qui est caractéristique de l'analogisme, ça paraît être l'épopée, par exemple, et travailler sur la différence entre l'épopée et le roman. Voilà, c'est un programme de toute une vie encore, et je me suis rendu compte il y a quelques années seulement que je n'étais pas immortel, ce qui est un sentiment désagréable, mais il faut pouvoir en tirer les conséquences. Allô? Oui. J'ai toujours l'espoir d'avoir des livres un peu plus petits à traduire. Donc, voilà. Donc, on va passer à une 4e question. Alors, par-delà nature et culture, se termine par un avertissement. Après avoir fait l'exercice systématique de contraste entre les différentes manières de composer le monde pour remettre en cause le privilège de la notion de culture, tu constates que l'objectif de ton livre, et je te cite, c'est ne pas de proposer des modèles de vie commune, de nouvelles formes d'attachement aux êtres et aux choses, ou une réforme des pratiques, des mœurs ou des institutions, même si une telle réforme est indispensable. Alors, l'explication de la distance entre la caractérisation des modes d'existence et la défense politique, ou cosmopolitique, si tu veux, d'une nouvelle universalité, elle réside tout d'abord dans ce choix de ne pas remplacer le privilège ontologique des modernes par celui d'un mode de composition du monde. Et cela sert aussi à éviter le regard nostalgique qui peuvent nous apporter les ethnographes et les historiens, et les volontarismes prophétiques, c'est un terme à toi, c'est ton terme, volontarisme prophétique de l'activité intellectuelle. Alors, comment... Non, vous parlez prêt. Yep. Alors, la question. Comment est-il possible aujourd'hui d'établir des modes de conciliation qui tiennent compte de la multiplicité des existants et des mondes révélés par ton œuvre? Alors, tu soulignes une contradiction dans ce que j'ai pu faire, en ce sens que je me suis... en fait, j'essaye d'imaginer des cosmopolitiques, c'est-à-dire des formes d'action politique qui incluent dans un même ensemble les humains et des non-humains, comme l'ont fait de très nombreux collectifs depuis l'origine de l'humanité, et dont certains sont encore observables à la surface de la planète. Pourquoi? Parce que il me semble que ce qu'on appelle, je trouve assez mal, l'anthropocène, à savoir cette période de l'histoire humaine dans laquelle nous sommes entrés, dans laquelle les humains sont devenus une force
géologique. Pourquoi mal? Parce que ce n'est pas l'anthropos en général qui est responsable du réchauffement climatique, de la 6e extinction des espèces, etc. C'est un système, c'est le capitalisme, notamment le capitalisme industriel. Ce n'est pas l'anthropos en général. Les Achuars ne sont pas responsables du réchauffement climatique, les Inuits non plus, etc. Donc c'est pour ça que le terme est ambigu. Mais nous devons nous confronter à cette situation dans laquelle, précisément, il est impossible de penser les phénomènes en les séparant entre des phénomènes naturels et des phénomènes sociaux. Ils sont toujours intégralement à la fois naturels et sociaux. Et les concepts que nous avons hérités du naturalisme sont impuissants à penser cette interaction, cette hybridation entre le social et le naturel. Et il me semble qu'il est de la responsabilité des anthropologues et des historiens aussi, du fait des connaissances qu'ils ont pu acquérir en observant des collectifs où il n'existe pas cette dissociation entre nature et société. Il est de leur responsabilité, non pas de transposer, aucune situation historique n'est immédiatement transposable, mais de tenter de tirer les leçons de ce que des centaines de milliers de collectifs à la surface de la Terre ont tenté de faire pour s'organiser de façon cosmopolitique au fil des millénaires, pour tenter d'en tirer des leçons sur la réforme ou la révolution, si on veut, nécessaire pour transformer profondément nos manières de vivre et essayer de faire face à ce destin tragique qui nous menace tous, et certains plus que d'autres, enfin certaines régions du monde plus que d'autres et certaines populations plus que d'autres, à savoir le réchauffement climatique ou le nouveau régime climatique, comme l'appelait Bruno Latour. Et donc cette responsabilité que nous avons du fait de notre familiarité avec d'autres façons de concevoir et de mettre en pratique la mondiation, il me semble c'est une responsabilité intellectuelle, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, ça a été l'émergence de la philosophie politique, c'est-à-dire ça a été l'émergence du libéralisme. Le XIXe siècle, ça a été le socialisme. Et le XXe siècle s'est un peu affaissé sous les coups de boutoir de deux totalitarismes. Et je pense qu'au XXIe siècle, nous avons la responsabilité de penser à nouveau frais une façon de nous organiser collectivement, nous les humains, auquel ni le libéralisme au sens classique du terme, ni le socialisme, quelles que soient les variétés du socialisme du XIXe siècle, n'ont apporté de réponse parce qu'ils étaient tous les deux fondés sur l'idée que la Terre était une ressource illimitée. Or, nous savons maintenant que ce n'est plus le cas et que nous devons nous accommoder d'un très grand nombre de non-humains et d'un monde aux ressources limitées. Et dans un monde, donc, qu'il ne faut plus concevoir comme une ressource, comme un système de ressources, mais comme une potentialité d'interaction avec de très nombreux éléments qui sont plus ou moins proches de nous, avec lesquels on peut établir des rapports plus ou moins directs, etc. Donc il y a un défi pour les sciences, à la fois sociales et les sciences de la nature, considérable. Nous en sommes tous, nous sommes tous interpellés en quelque sorte par ce défi, d'essayer d'imaginer des mondes nouveaux. Et évidemment, la tentation, c'est d'essayer de participer à cela autrement que dans
la chaleur de son cabinet de travail. Ce que j'ai essayé de faire depuis quelques années, en suivant avec beaucoup d'intérêt des formes de vie alternatives qui sont développées en Europe dans ce qu'on appelle des ZAD, c'est-à-dire des zones à défendre, qui sont des zones, qui sont des territoires qui étaient soumis ou menacés d'aménagements collectifs inutiles et destructeurs, et je pense en particulier à l'un d'entre eux, qui est la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes dans l'ouest de la France, où l'on devait construire un aéroport, qui ont été occupés par des habitants qui venaient d'ailleurs, qui venaient renforcer des habitants locaux qui luttaient contre ces aménagements et qui progressivement ont constitué des territoires autonomes, des formes de collectifs tout à fait singuliers, en ce que les rapports qui s'y tissent entre humains et non-humains sont de nature très différente. Il s'agit d'expériences qui, pour moi, sont aussi originales que la Commune de Paris, c'est-à-dire ce sont des expériences de vie collective tout à fait singulières et qui sont porteuses d'espoir. Et ces expériences, on ne peut que, c'est le parti que j'ai pris, que d'essayer de les rendre, elles sont évidemment soumises à une répression féroce. Ça va de soi, parce que c'est un modèle alternatif qui est le contre-modèle du développement du capitalisme industriel et de la domination étatique classique, et qui donc de ce fait sont vus comme des points de fixation à détruire. Et en France en particulier, mais c'était le cas aussi avec les zapatistes au Mexique ou dans d'autres régions du monde, ces points de fixation, l'État exerce sa violence dite légitime pour essayer de les faire disparaître. Et donc il est de la responsabilité des gens qui, comme moi, considèrent que ces formes d'expérience collective sont porteuses d'espoir, de faire connaître ces mouvements et de les défendre sur la place publique. Voilà. Donc alors, je me suis engagé là-dedans il y a quelques années. J'ai été un militant d'extrême gauche dans ma jeunesse, comme beaucoup de gens de ma génération, mais on avait un projet, une utopie dangereuse qui était, au fond, pour dire les choses franchement, j'étais trotskiste, et donc je pensais que, au fond, le stalinisme était une aberration monstrueuse qu'on pourrait corriger en créant un parti léniniste pur et dégagé de toutes les scories, au fond, que le stalinisme avait portées en lui. Je me rends compte maintenant de ma naïveté et de l'idée en plus que l'État peut dépérir si une avant-garde se met à créer une dictature du prolétariat qui va engendrer ipso facto un dépérissement de l'État. Voilà, c'était des genres de choses auxquelles on croyait jadis et qui étaient encore une fois fondées sur la mythologie tant des libéraux que des socialistes, à savoir des ressources infinies de la planète. Le développement des forces productives rendrait à terme la vie collective beaucoup plus facile pour tout le monde. On ne peut plus avoir ce genre d'illusion maintenant. Et donc, après bien des années à remâcher les impossibilités qui avaient été celles dont j'avais pris conscience dans ma jeunesse d'une action politique de ce type, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités d'action politique, et c'est celle dans laquelle je me suis engagé maintenant,
qui est au fond, à la fois, je disais, je l'ai dit et je l'ai écrit dans le Part de la nature et culture, je me méfie beaucoup de l'intellectuel prophétique, et donc il ne s'agit pas d'évangéliser les masses, parce que précisément c'était au fond l'illusion de ma génération d'enfants de bourgeois qui pensions constituer une avant-garde qui allait soulever les masses et transformer le monde. C'était une illusion condescendante et dangereuse à la fois. Donc le prophétisme, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Accompagner des mouvements comme ceux que j'évoquais tout à l'heure et essayer de tirer les conséquences de la nouveauté de ce que ces mouvements engendrent, ça c'est quelque chose qui est un devoir en fait pour des intellectuels, surtout quand on est un praticien des sciences sociales. Et surtout aussi lorsqu'on est anthropologue, c'est-à-dire quand on a la connaissance au fond de cette immense diversité de façons de vivre la vie collective, qui sont autant de tremplins, de stimulation pour essayer d'imaginer d'autres formes différentes de vivre collectivement, qui soient débarrassées de toutes les scories que le capitalisme charrie avec lui. Bon, j'ai une dernière question. Tu as déjà un peu répondu à cette dernière question, parce que je voulais en fait évoquer ta participation dans le collectif écologiste Les Soulèvements de la Terre, dont la dissolution a été décidée récemment par le gouvernement français et dont l'application a été ensuite suspendue par le Conseil d'État. Alors, ça m'a fait penser à Michel Foucault, dans le milieu des années 70, parce que Foucault nous avait légué, et je pense que c'est peut-être la dernière image forte de l'engagement d'un intellectuel, il nous avait légué un exemple très puissant de la prise de parole et aussi une certaine définition du rôle de l'intellectuel à ce moment-là, comme je vous ai dit, au milieu des années 70. Alors, c'est ce qu'il dit Foucault, je vous lis. Le problème politique essentiel pour l'intellectuel, ce n'est pas de critiquer les contenus idéologiques qui seraient liés à la science ou de faire en sorte que sa pratique scientifique soit accompagnée d'une idéologie juste, mais de savoir s'il est possible de constituer une nouvelle politique de la vérité. Le problème n'est pas de changer la conscience des gens ou ce qu'ils ont dans la tête, mais le régime politique, économique, institutionnel de production de la vérité. Alors, je te demande très directement, à ton avis, quel serait le rôle de l'intellectuel en 2023 au temps d'une cosmopolitique ? Je crois que j'ai en partie répondu à cette question. Je pense qu'il y a d'abord une chose que nous pouvons faire qui est très importante et à laquelle je m'efforce depuis quelque temps, c'est Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et je pense qu'on a une responsabilité centrale de ce côté-là, surtout lorsqu'on est des praticiens des sciences sociales, qui est de bien nommer les choses. Bien nommer les choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre conscience du fait que la plupart des concepts que nous utilisons sont des concepts qui sont liés à une histoire sociopolitique tout à fait singulière qui est celle de l'Europe s'émancipant de l'Ancien Régime.
J'en ai donné un exemple, des exemples hier dans ma conférence. Des notions comme société, histoire, culture, nature, etc., sont des concepts qui sont très liés à l'évolution historique d'un petit segment du monde, qui se sont progressivement généralisés au reste du monde et que nous continuons à utiliser, y compris nous, anthropologues, pour désigner des réalités ou pour décrire des réalités qui ne correspondent absolument pas à cela. C'est pour ça, par exemple, que je parle presque plus ou le moins possible de société, que je préfère parler de collectif. C'est un terme que j'ai emprunté à Bruno Latour, mais en lui donnant un sens différent, parce que l'intérêt du terme collectif, c'est qu'il désigne un assemblage sans préjuger du mode de composition de cet assemblage. Et notamment, ça permet de concevoir qu'il y a des assemblages dans lesquels il y a des humains exclusivement, ça ce sont des sociétés, mais aussi des humains et des non-humains, ou bien des assemblages dans lesquels il y a des formes, je pense que c'est le cas en Amazonie, il y a des collectifs qui sont des collectifs dont la forme physique va varier, que ce sont des collectifs humains, mais qui vont se distinguer les uns des autres par des parures, des peintures, des formes, des habitats, etc., de la même façon que des espèces animales et végétales vont se distinguer les unes des autres, chacune constituant un collectif avec sa structure propre. Donc, on a d'abord cette responsabilité de ne pas tenir pour acquis les concepts que nous ont légués, que nous a légués la tradition et qui désignent mal ou signifient mal des êtres et des phénomènes dont c'est notre responsabilité de décrire. Donc il y a déjà un travail élémentaire, je pense, de l'intellectuel, qui est de prendre conscience de ce caractère vicié, en quelque sorte, des concepts que nous employons pour décrire des phénomènes que nous avons, par leur usage, tendance à faire entrer dans un régime de l'universalité qu'ils n'ont pas. L'autre aspect, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'accompagnement et notamment non seulement l'accompagnement intellectuel, mais l'accompagnement politique, en ce sens que les intellectuels, notamment des intellectuels établis, c'est-à-dire qui ont une capacité de représentation et d'audience à l'intérieur d'un collectif national, d'accompagner, de faire connaître, de faire savoir ce qui se passe. Je ne cesse depuis pas mal de temps d'essayer de faire comprendre que les ZAD, par exemple, contrairement au discours dominant du gouvernement, ne sont pas des collectifs, en français on dit des ponques à chiens, c'est-à-dire des collectifs de clochards anarchistes, analphabètes et violents, mais au contraire des formes d'expression politique d'une extraordinaire originalité, d'une extraordinaire nouveauté et qui sont très productives pour nous tous parce qu'elles montrent des voies, des formes d'association qui sont souhaitables. Donc il y a ce côté-là, qui est le côté de la diffusion. Il faut profiter du fait qu'on me demande beaucoup d'intervenir dans les médias, la radio, choses comme ça. Donc je profite de cette notoriété pour faire passer ces messages. Et tu parlais tout à l'heure de la dissolution des soulèvements de la Terre. Je fais partie, je suis un des coprésidents de l'association porteuse des soulèvements de la Terre qui s'appelle la Défense des Terres et qui a pour mission de collecter des fonds pour alimenter ce mouvement qui est un mouvement de fait qui réunit des milliers de personnes, d'associations, des syndicats, des paysans,
des associations très diverses, etc., je me suis associé au recours qui a été présenté devant le Conseil d'État contre la dissolution, et nous avons obtenu une victoire, c'est-à-dire que la dissolution a été suspendue par le Conseil d'État parce qu'elle n'était pas motivée juridiquement. Et voilà, donc j'en suis très content. J'ai l'impression d'avoir un petit peu participé à cette victoire. Voilà, la situation est un peu différente de celle qu'elle était à l'époque de Foucault. Foucault a été très actif sur plusieurs fronts. Il a été actif dans le mouvement contre les conditions de vie insupportables dans les prisons. Il a été très actif dans le mouvement homosexuel, le phare, et il a été très actif aussi dans les mouvements d'accueil des migrants. Trois domaines, mais qui étaient des domaines, comment dire, réactifs. Et c'est très important de réagir à des situations insupportables. Mais je pense que ce que je trouve fascinant dans la situation présente en France et en Europe en général, c'est qu'au-delà de la réaction, bien sûr, on réagit tous contre le racisme, la violence, les violences policières, contre le traitement indigne qui est réservé aux migrants qui traversent la Méditerranée ou la Manche, etc. Mais au-delà de cela, il y a quelque chose qui va plus loin, qui est un nouveau projet porteur d'émancipation. Et c'est ça que, après une longue vie, je dois dire, je suis heureux de retrouver à mon âge maintenant, parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui avait disparu au fond, hein, quelque chose de l'ordre d'une eschatologie, donc d'un monde meilleur, voilà, auquel il faut aspirer, bien sûr. Bon, on va finir sur cette dernière phrase très optimiste. Ouais. Et bon, c'est très difficile de se rendre compte de la force de nouveauté, comme je vous ai dit, c'est ce qui m'impressionne le plus, la force de nouveauté, la force d'originalité de la pensée de Philippe Descola, sans question, mais bon, on a fait de notre mieux. Comme on a devant nous encore des livres à signer, des autographes, je pense que je vais finir ici notre prestation en espérant que, voilà, que vous avez pu profiter quand même de ce dialogue. Et je remercie beaucoup Philippe Descola encore une fois. Je demande à Louis César s'il est satisfait, s'il veut poser une question, s'il veut dire quelque chose. C'est mon compagnon de route pour cette traduction. Je pense que Luis Fernando veut parler. Oui, Luis Fernando, dis-moi. Je te donne la parole. Je m'excuse, mais j'ai une petite question. Et je vous remercie vivement de vos textes, de vos paroles. Mais le fait, c'est que depuis quelque temps, je m'attarde sur une configuration de valeurs et d'idées qui s'appelle le vitalisme, et qui est un mouvement assez important pour la pensée occidentale, moderne, et présent depuis la fin du XVIIIe siècle, et aussi bien dans les sciences naturelles que dans les sciences humaines. Et parfois, la description que vous faites de l'animisme ressemble un peu à ce que j'ai lu, à ce que je trouve dans ces auteurs. Et pourtant, dans d'autres moments, il me semble que ça peut ressembler davantage à l'analogisme.
Est-ce que vous vous êtes aussi attardé sur cette question du vitalisme? Est-ce que ça vous intéresse? C'est une question. Oui, je pense que le vitalisme fait partie de ces courants souterrains qui, au fond, depuis Montaigne, par de la nature et culture, qu'on commence par une citation de Montaigne jusqu'à maintenant, ces courants souterrains qui ont louvoyé pour éviter le poids de l'opposition classique naturaliste entre les humains et les non-humains. Et le vitalisme, c'est intéressant de voir qu'il a commencé à se développer en même temps que le matérialisme d'un Condillac, par exemple, ou d'un Lamétrie, comme des façons d'échapper par un point de vue plutôt moniste à ces poids d'opposition. Et il y aurait toute une histoire alternative, et c'est ce que Michel Serres fait un peu dans le livre que tu évoquais tout à l'heure. Il y a toute une histoire alternative du contre-naturalisme dans la pensée occidentale, et le vitalisme en serait un chapitre très important, sans aucun doute. E agradeço ao Felipe por essa entrevista hoje. Muito obrigada.